Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que vous puissiez les écouter. Avant d'introduire l'épisode 19, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Vous avez maintenant la possibilité de me soutenir financièrement via Patreon. Patreon, c'est une plateforme en ligne qui permet à des créateuristes de contenu comme moi de recevoir un soutien financier direct de leur communauté. Du coup, avec les copains de Disruptive Audio, on a décidé de se mettre ensemble pour mettre en place une page Patreon. À partir de 3 francs par mois, vous pouvez accéder à du contenu exclusif de Prête-moi ta voix et d'autres podcasts suisses indépendants. Alors, vous inquiétez pas, les épisodes de base seront toujours accessibles gratuitement. Par contre, je ferai aussi des petits épisodes bonus sur Patreon à chaque fois que j'en sors un, pour partager mon ressenti sur chaque discussion, ce que j'en ai appris, ce qui reste avec moi, et d'autres petites anecdotes peut-être. Le bonus de l'épisode 1 est déjà disponible, et j'en ferai d'autres petit à petit quand j'aurai le temps. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre donc sur patreon.com/disruptiveaudio. Je vous mets aussi le lien directement dans la description de l'épisode. Et je remercie beaucoup d'avance les personnes qui voudront bien me soutenir. Et bien sûr, aucune pression. Je sais aussi que on n'a pas toutes et tous les moyens de faire ça. Et j'apprécie également le soutien que vous m'apportez simplement en écoutant ces épisodes. Pour l'épisode 19, donc, j'ai été reçu par Scylla, qui m'a généreusement ouvert sa porte et délivré son témoignage. Scylla a vécu une enfance en se sentant souvent en décalage. Il me raconte les stratégies d'adaptation qu'il a dû mettre en place pendant toutes ces jeunes années, avant de découvrir à l'âge de 20 ans qu'il était atteint d'un trouble du spectre autistique. Cette nouvelle a donc profondément changé son regard sur sa vie. Il m'en parle avec un humour, une sensibilité et une intelligence qui m'ont vraiment beaucoup touché. Je le remercie infiniment pour ce témoignage et j'espère qu'il vous fera autant de bien qu'à moi. Belle écoute! J'ai grandi dans une famille qui était relativement conservatrice et religieuse, enfin chrétienne religieuse, évangéliste. Donc c'était un contexte qui était assez particulier, dans lequel j'avais l'impression de pas avoir énormément d'espace pour être différent, je pense, d'une certaine façon. Et donc je pense que très vite j'ai compris qu'il fallait que je rentre un peu dans une sorte de case très normée et assez évidente. Et j'ai beaucoup travaillé en fait pour être dans cette norme très très vite. Donc je pense qu'à partir de 5 ans, j'ai compris qu'il fallait que je rentre un peu dans la norme. Et que ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent, que j'avais pas mal plus de difficultés que les enfants de mon âge dans certaines tâches, surtout pratiques. Mais je me suis dit non, mais en fait je vais m'entraîner dans ma chambre, je vais faire en sorte que je sois le plus normal possible, que je paraisse le plus adapté possible. T'as des exemples concrets de ça? Enfin, c'était genre faire ses lacets, ce genre de truc ou Alors c'était, par exemple, c'était un très bon exemple. Typiquement, faire mes lacets, c'était assez compliqué, donc je me suis entraîné dans ma chambre discrètement pour pouvoir savoir faire mes lacets comme tout le monde. Ça allait de ça, c'était aussi socialement. En fait, je me disais, vu que j'ai très peur qu'on me voit comme quelqu'un de difficile et de pas adapté, en fait je vais faire en sorte d'être hyper indépendante. Yes. Et donc c'était, mes parents d'ailleurs on en a parlé il y a pas longtemps, ils m'ont dit mais en fait c'était compliqué parce que t'avais l'air d'être un enfant un peu parent,
Enfin, tu faisais un peu tout seul et on n'avait pas vraiment l'espace de t'apprendre à faire les choses parce que t'avais l'air de tout comprendre de ce que t'étais en train de faire. Ok. Et ça, c'était quelque chose qui était assez intense parce que j'avais quand même 5-6 ans, quoi. Donc, puis c'était assez étrange, je pense, le lien à mes parents et à moi-même. Enfin, ouais. Et puis, accessoirement, j'avais un petit frère qui avait aussi beaucoup de difficultés. Ok. Donc, je pense que je me suis très vite mis dans cette position de personne qui allait prendre soin Hmm. et pas de personne qui allait recevoir du soin. Hmm. Je me suis pas non plus laissé cet espace. C'est assez étrange de parler comme ça parce que je pense que. Enfin, j'étais enfant, mais c'est quelque chose que j'ai très vite intégré. Ouais. Et du coup, ouais, donc j'ai un peu commencé l'école et je voyais que j'arrivais pas du tout à sociabiliser comme les autres enfants. Mhm. Mais en même temps, j'ai compris que si je faisais pas ça, j'allais être seule. Et si j'étais seule, ça voudrait dire que je serais vulnérable. Et si j'étais vulnérable, ça voulait dire que en fait, j'allais subir en fait. Enfin, je voulais surtout pas être dans une position de subir des choses. Hmm. Et du coup, j'ai appris à sociabiliser. Et en fait, de faire tout le contraire de ce que j'avais besoin, c'est-à-dire être très excentrique, un peu. Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais disons d'être très sociable, très Extraverti. Ouais. extraverti, ouais, la personne très qui s'en fiche en fait et qui va faire n'importe quoi et puis ça va passer parce que tout le monde trouve ça hyper drôle. Ok. Et c'était un peu mon rôle en fait dans la classe. Donc j'ai pris ça et puis ça marchait bien parce Mhm. que du coup je me faisais des potes. Mais ce qui était marrant, c'est que j'étais jamais vraiment dans les groupes. Enfin, j'étais toujours acceptée dans les groupes, mais c'était pas moi qu'on allait appeler pour en premier pour faire des activités. Enfin, Ok. c'était on t'appelle parce que visiblement t'es dans le groupe, mais on va pas non plus être là. Ah ouais, on a trop envie de voir Scylla, on va appeler Scylla pour sortir. Ok. Enfin, c'était très ok, bon bah viens. Enfin, genre. Mhm. Et du coup, même dans mon groupe d'amis qui étaient les voisines de mes parents, j'étais un peu la personne, un peu pas le bouc émissaire, mais on m'a quand même beaucoup embêté. Hmm. J'étais aussi le plus jeune. Et il y avait toujours un peu un décalage en fait entre moi et les autres que je sentais très fort. Je faisais aussi beaucoup de crises de colère. Enfin, depuis toujours en fait, j'étais très vite en colère sur des choses. Je pense que il y avait beaucoup en fait sensoriellement, c'était Ouais. énormément pour moi. Puis je m'adaptais en fait tout le temps à ce que je voyais. Donc du coup, il fallait que je sois comme les autres. Donc je me forçais à créer des systèmes pour les copier et les mimer, sauf que ça Mhm. fonctionnait pas très bien. Et ça me mettait dans des états, mais genre terribles. Et c'était vraiment intense en fait. Ouais, je pense que je me sentais pas spécialement heureux, mais en même temps, c'est ce que je renvoyais. Ouais. Donc cette image d'enfant très heureux et très genre Mhm. ah ah ah, on va rigoler, ça va être super. Et donc du coup, j'ai un peu vécu toute mon enfance comme ça, dans un sorte de rythme très étrange. En même temps, je me force à faire des choses, mais j'ai pas vraiment de vrais amis sur qui je peux vraiment compter. Euh, Puis je me faisais beaucoup embêter du coup. Et ça m'a un peu coûté, enfin ça a coûté les relations sociales de ma mère dans le quartier, Ah ouais. qui Hmm. essayait de me protéger, mais du coup de manière très maladroite. Et puis du coup ça faisait que les gens voulaient plus lui parler. Et puis en fait ça a créé des situations un peu intenses dans le quartier dans lequel je vivais. Et ouais, enfin vraiment, je voyais que typiquement on jouait à cache-cache, moi j'allais genre trouver un moyen de. J'étais passionnée par les trèfles à 4 et j'avais besoin de trouver ces trèfles à 4. Donc du coup, quand les gens allaient se Ok. cacher, moi j'allais chercher des trèfles à 4. Yes. Et du coup on me trouvait jamais parce que j'étais là en train de me cacher, en train de chercher mes trèfles ou genre trouver les cailloux que j'allais collectionner. Enfin, et je trouvais ça un peu bizarre, mais en même temps enfin, personne le voyait et personne comprenait vraiment. Enfin, les gens étaient là, bon, cet enfant a l'air visiblement un peu bizarre. Hmm. Mais en même temps, j'avais de la facilité à l'école, j'ai appris à lire seul, donc du coup, c'était très en mode bon, bah, votre enfant a visiblement des capacités qui sont entre guillemets au-dessus de la moyenne à l'école, Mhm. donc on s'en soucie pas trop. Mais en même temps, c'est un enfant qui dérange. Et je pense que ça, très vite, je l'ai compris, cette notion de déranger et d'être entre guillemets différent. Je pense qu'on est tous différentes et différents, mais disons, qui rentrent pas dans une norme Ouais. établie. Et ça, je l'ai assez vite saisi. Enfin, et je pense que c'était un peu mon cauchemar personnel d'être la personne différente. Hmm. Et, euh, et donc, j'ai passé toute mon enfance, en fait, à vouloir être comme les autres. Mhm. Donc, j'ai évolué là-dedans, dans cette recherche de normalité. Et donc, ça a bien marché jusqu'à ce que j'aie un peu 12 ans. Là, j'ai commencé le cycle, du coup, l'école secondaire. Ouais.
Et en fait, tout le cadre que ma famille m'avait mis, enfin, je pense que mes parents sont clairement neurois, hein, parce que ma Ok. mère nous donnait des cadres ultra stricts, très, OK, en fait, chaque jour, on mangeait la même chose. C'était très, cadré, tout était cadré. Mhm. Donc je pense que j'avais un cadre qui me permettait de tenir, dans une forme de chaos, à l'extérieur. Mais chez moi, c'était très contenu, donc ça allait. Ok. Tu te sentais en sécurité. Alors je sais pas si je me sens enfin, c'est marrant parce que je pense que je me sentais pas vraiment en sécurité, dans le sens où c'était quand même des relations très conflictuelles avec mes parents, Mhm. parce que je voyais qu'elles me comprenaient pas et qu'elles essayaient de comprendre ce qui se passait parce que je faisais beaucoup de crises du coup. Ouais. Mais, donc du coup, c'était très conflictuel, particulièrement avec ma mère. Ok. Mais en même temps, c'était quand même stable. Enfin, c'était très organisé, disons. Ouais. Donc c'était un peu chaotique, mais en fait je tenais le coup parce qu'il y avait ce double truc de en même temps très, très organisé. T'as des activités après l'école, tu fais toujours la même chose dans le même ordre, on Mhm. mange les mêmes choses. Mon frère avait des triggers au niveau de la nourriture, donc c'était aussi on mange la même chose, on mange du poisson et du riz et de temps en temps des légumes parce qu'il y a deux trois légumes qu'il arrive à manger. C'était Ouais. très fixé sur mon Ok. frère en fait et sur ses difficultés sensorielles. Et du coup, bah, j'avais non seulement pas l'espace d'exister en tant que moi-même dans ce contexte. Euh, Enfin, après, j'en ai jamais voulu à mon frère, hein, parce que enfin, je l'aime. Et puis, enfin, c'était une dynamique que j'ai mis en place aussi inconsciemment. Oui. Mais du coup, ouais, donc il y avait ce cadre. Mm. Mais quand je suis arrivée au cycle, ce cadre, j'en voulais plus. Donc j'étais en mode non, mais en fait c'est fini. Moi, être à la maison avec mes parents, c'est trop nul. Du coup, Mhm. genre, je vais faire mes trucs avec mes potes. Et en fait, là, il y a tout qui a commencé à dégringoler. En fait, j'arrivais plus à compenser assez pour un peu entretenir cette stabilité. Ouais. Et du coup, ça a été un peu la dégringolade. Mes notes, elles ont complètement chuté. Enfin, je tenais quand même. J'ai encore tenu jusqu'à la fin du cycle, donc 3 ans d'école secondaire. J'étais dans le regroupement qui était voué à aller au collège, donc au gymnase, qui te mène directement à Mhm. l'université. Et ça tenait, franchement, ça tenait. Mais je sentais que ça commençait à. C'était trop compliqué, enfin, j'arrivais plus à gérer en fait. C'est un truc que tu sentais quotidiennement. Enfin, tu te disais ça tous les jours, genre un de ces quatre, ça va péter. Bah, en fait, je pense que j'avais pas envie de le voir. Je sentais que j'étais en train de me casser la gueule, Mhm. mais en même temps, je me disais, ah non, mais. Enfin. Je pense qu'il y avait un peu un double truc de j'ai pas envie de voir que c'est en train de se casser la gueule. Je pense que je l'ai réalisé après coup. Sur le moment, je pense que j'avais pas non plus peut-être la maturité émotionnelle et l'espace de me poser ces questions-là. Mhm. Mais je sentais qu'en fait, enfin, je le voyais en fait dans ma vie, que les choses elles se cassaient la figure en fait. Et Ouais. que j'avais mes potes, c'était vraiment des gens avec qui je m'entendais pas bien. Enfin, je m'entendais bien, mais parce que je correspondais à cette image qu'on avait envie de moi. Donc j'étais dans Mhm. les gens populaires et j'avais fait exactement en sorte d'être dans les gens populaires pour qu'on me foute la paix. C'est intéressant ça quand même. Enfin, ça veut dire que tu as réussi à observer toutes des, entre guillemets, qualités qui, qui a priori étaient peut-être pas celles qui étaient naturelles pour toi, mais tu les as vues et tu les as répliquées Ouais. pour aller dans un groupe dans lequel tu allais être en sécurité, comme tu disais avant, pas Mhm. subir des choses. Ouais. Ouais, bah en fait, je pense que j'ai développé une capacité de mimétisme qui était hardcore. Hmm. Enfin, vraiment, je voyais ce que les gens faisaient et je faisais la même chose. Et ça marchait. Ouais. Et c'est ça qui était assez fou, c'est que je sentais que ça avait aucun sens. Ça, je le sentais, je l'ai senti assez vite. Je comprenais pas, en fait, ce qui se passait. Mais en même temps, je le faisais et je voyais que ça marchait et que je me faisais des potes et que les gens me saluaient dans les couloirs et que j'étais un peu la personne chelou mais cool. Euh, J'avais un peu, je me mettais des rouges à lèvres méga foncés. J'avais un peu un style, pas gothique, mais genre un peu alternatif. Mhm. Et puis ça, les gens le voyaient, puis elles étaient un peu en mode, ok, genre, on comprend pas trop ce que t'es en train de faire, mais en même temps, t'es un peu cool. Et puis du coup, du coup, ça marchait assez bien, quoi. Enfin, il y avait un peu un truc de, ok, t'es un peu chelou, mais en même temps, t'es stylé chelou. Et ça, c'est Ok. cool. Ouais. Et du coup, j'ai été stylé chelou pendant un moment, jusqu'à ce que je devienne juste chelou. Ok. Et que du coup, là, j'arrive plus du tout à compenser. Puis, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis un peu. Je suis arrivé du coup au collège, au gymnase. Enfin, du coup, parce que à Genève, ça s'appelle le collège. Yes. Mais ouais. Donc j'avais 15 ans. Et, euh, et en fait, je crois que là, ça a été
ça a été la chute, la vraie chute. Je pense que la chute s'est préparée, hein, vraiment. Ouais. C'était par niveau. Et, et je suis arrivée au collège, du coup. Et en fait, j'étais dans un collège qui était bilingue, anglais-français. Enfin, on avait ce privilège de pouvoir partir une année ou 6 mois à l'étranger Ok. pour apprendre l'anglais. Et je suis partie une année dans le Minnesota. Et en fait, quand je suis revenue, ça a été la descente aux enfers, si je peux dire. Enfin, je pense que ça. En fait, d'un coup, je me suis reçu enfin, un peu toute la surcompensation de tout ce que j'avais fait jusqu'ici. Ouais. Et j'ai complètement décompensé. Genre, ça a été une décompensation, mais intense. Enfin, en fait, j'ai tellement surcompensé. Je suis revenue des États-Unis, du coup, et j'étais dans un truc de surcompensation de l'extrême où, genre, je sortais tout le temps, je rentrais jamais chez moi, je travaillais dans une station d'essence en même temps. Je voulais jamais me retrouver chez moi parce que j'étais dans des situations hyper conflictuelles avec ma famille. J'avais basiquement aucun ami. Et en fait, j'étais tout le temps dehors et je dormais genre 2 heures par nuit, mais mon corps me donnait aucun signal d'alarme en fait. Ah ouais. Ok. C'était intense et en même temps, j'étais pas du tout dans une phase heureuse. Enfin, je sentais Mhm. que j'étais hyper mal et hyper en dépression, mais j'étais obligée de faire ça pour ne jamais m'arrêter parce que je savais que si je m'arrêtais, ça allait être la fin. Et t'en parlais pas? J'en parlais à personne, Ouais. personne n'a vu en fait. Ok. Et c'est ça qui est assez ouf, c'est que personne n'a vu que j'allais mal et je le montrais absolument, mais ça faisait peur en vrai, hein. Je pense qu'il y avait un truc qui m'a beaucoup inquiété, c'est que personne n'a pu voir que j'étais dans une situation Ouais. d'extrême détresse. Mes parents le voyaient pas. Enfin, on était dans des situations très conflictuelles, mais en même temps, c'était quelque chose qui avait toujours été là. Mhm. Euh, et, euh, et du coup, bah, voilà, je pense que. En fait, un jour, j'ai débarqué chez mes parents et je me suis effondré. Et ma mère, elle m'a regardé, puis elle était là, mais attends, en fait, qu'est-ce qui se passe? Genre, t'es pas bien en fait. Enfin, c'est quoi? On n'a pas vu. Enfin, Mhm. et c'était hyper intense ce moment où j'ai vu ma mère qui m'a regardé comme ça, puis elle était là, genre, non, mais attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie là? Genre, en fait, tu vas mal quoi. Et c'était. Ouais, c'était hyper intense. Mais je pense que je gardais quand même une forme de stabilité dans les activités que je faisais, quand Ouais. même, à ce moment-là. J'allais dans un groupe de jeunes, du coup, de l'église de mes parents, qui me donnait d'une certaine manière, bien que maintenant je suis plus du tout dans ce contexte-là, mais qui me donnait à ce moment-là une sorte de stabilité Mhm. qui était quand même celle-ci, où je savais que chaque vendredi j'allais aller là-bas, puis que. Un lien social en fait, un petit Voilà. bout qui est quand même un truc Ouais, c'est clair, qui franchement. maintient la tête hors de l'eau. Ouais, carrément. Donc il y avait ce contexte-là que je tenais quand même, je tenais bien. Sauf que, ben pareil, dans ce contexte, je pouvais pas être vraiment qui je voulais être. Mhm. J'étais la personne chrétienne très engagée, qui faisait de la musique, qui était dans le groupe de louanges. Donc j'avais quand même cette sorte de situation sociale. Enfin, en fait, Mhm. j'étais dans un truc où on voyait une belle image de moi et on aimait cette image de moi parce que je donnais bien, en fait. Ouais. Ça marchait bien, et puis j'avais ce truc où genre j'aimais beaucoup la musique, j'ai fait beaucoup de musique. Et du coup, c'était super. Enfin, on voyait ce qu'on avait envie de voir et ça marchait super. Et donc, du coup, c'est ce que les gens voyaient de chez moi. Et en même temps, ça commençait à dissonner avec qui j'étais parce que je sentais que, même au niveau de mes préférences amoureuses, sexuelles et de mon genre, enfin, il y avait beaucoup de choses qui commençaient à déranger, en fait, qui me grattaient. Et j'étais là, genre, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui cloche. Et, et du coup, j'ai décompensé. Ça a été le moment de vraiment, je pense que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un psy et j'étais là, ok. En fait, là, c'est soit j'appelle un psy, soit je pense que juste je meurs. Il n'y a pas y a pas d'autre issue là maintenant, je crois. Donc j'ai appelé un psy et je lui ai dit bonjour, je, je vais mal. Et je suis allée le voir. Et en fait, le jour où je suis allée le voir, j'étais censée aller à un concert que je faisais moi-même, travailler à la station d'essence et aller chez le psy. Puis il m'a regardé, il m'a dit, mais enfin, vous savez que physiquement, vous pouvez pas faire tout ça en fait. Genre, c'est pas possible. Et là, je l'ai regardé, puis j'étais là, ok, ah ouais, en fait, c'est un vrai bail. Et du coup, en fait, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté mes études. Euh, Ça a été vraiment genre le grand tri. Enfin, en fait, j'ai juste décompensé quoi. On est à quel âge là?
Donc là, je me on est repère. à... Ouais, c'est une très bonne question. Là, j'étais à 18-19. Ok, ok. Donc un peu fin du collège slash Voilà, gymnase exactement. slash lycée. Voilà, comme Voilà, ça on a dit les 3 c'est mots. ça. Ça veut dire la même chose pour tout le monde maintenant. Exactement. Donc c'est exactement ça. Pardon. Et du coup, en fait, j'ai arrêté le collège, lycée slash gymnase. Ouais. Euh, et puis, j'ai juste continué de travailler dans une station d'essence. Et je me suis dit, ok, il y a un truc qui cloche. Genre, je crois que dans mon fonctionnement, dans comment est-ce que je suis avec les autres, dans comment est-ce que je suis avec moi-même, dans ma difficulté. En fait, j'étais tellement trigger, mais partout. En fait, tout sensoriellement, c'était genre un cauchemar. Mais enfin, pour moi, c'était normal, en fait. Genre, Hmm. je me suis dit, mais tout le monde a ça, en fait. Tout le monde fait presque une crise parce qu'il y a une odeur qui est désagréable dans un tram, en fait. Mhm. Enfin, tout le monde est méga angoissé quand elle sort de chez lui. Enfin, Hmm. vraiment. Et je pensais que c'était la norme, en fait. Enfin, pour moi, c'était vraiment. Je me suis dit, il y a un truc bizarre, mais en même temps, on est tous comme ça. Enfin, Mhm. et puis, d'ailleurs, enfin, je pense que ça m'a pas vraiment mis la puce à l'oreille à ce moment-là parce que ma mère avait essayé de faire un diagnostic quand j'étais jeune, enfin, quand j'avais un peu 8 ans. Et puis, les psychiatres lui avaient dit, non, mais votre enfant répond exactement à ce qu'on lui demande de faire. Il a absolument aucun souci. Enfin, en plus, scolairement, ça va bien. Franchement, pas de crainte. Mhm. Et donc, ma mère était, ah non, mais c'est pas possible en fait. Genre, qu'est-ce qui se passe avec ce gosse, quoi? Ok. Et donc, il y a eu quand même un questionnement à un moment donné. Mais bon, bah, ça a été abandonné. Et donc, je me suis posé des questions. Je savais que mon père avait été diagnostiqué TDAH. Donc, j'ai fait les démarches. Mhm. Et elles m'ont dit, non, mais alors, clairement, vous êtes 100% TDAH. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, déjà, je pense que ça a été une Ils t'ont étape. vu rentrer. Ouais, Ah toi. Et Oui, clac. ouais, c'est ça. Donc du coup, c'était assez évident. Donc j'étais là, ok, intéressant. Mhm. Donc ça a été la première étape. Euh, donc je me suis dit, oh, maintenant que j'ai des clés, je vais recommencer mes études. Donc j'ai fait le collège du soir pour adultes. Mhm. Donc je travaillais la journée, puis j'allais au collège le soir. Pareil, évidemment que système pas du tout adéquat, enfin mieux que le système disons normatif où du coup t'es beaucoup moins de temps à l'école, donc tu vas le soir et puis t'es plus posé. Mhm. Mais toujours un système où t'es assis dans une classe pendant 4 heures et voilà, ce qui est déjà mieux. Et puis méga privilège d'avoir pu rentrer là-dedans, je pense. Enfin, Ok. je suis méga reconnaissant de ça quand même. Parce que du coup j'avais quand même beaucoup moins d'heures à l'école et puis c'était des adultes et il y avait un contact à l'autorité avec laquelle j'avais beaucoup de difficultés et j'ai toujours d'ailleurs. Euh, Enfin, c'était beaucoup plus horizontal. Donc, je me sentais Ouais. pas agressée constamment par une autorité qui me voulait, Mhm. entre guillemets, du mal. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et là, je me suis dit, non, mais quand même, c'est un bail, quoi. Genre, il y a des trucs qui rentrent pas dans le TDAH et qui me pourrissent la vie, genre. Enfin, et en fait, j'ai commencé à faire un peu un. C'était intense, mais genre, j'ai commencé à déconstruire, genre, toute mon existence. Et j'étais là, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi? Enfin, j'ai l'impression d'être constamment à côté de la plaque. Enfin, genre ça devenait mais insupportable de regarder les gens dans les yeux. Enfin, j'ai très bien appris à le faire, mais j'étais là, mais je peux pas te regarder en fait. Pour moi, c'est trop intense. Mhm. Les bruits, enfin, les textures, ça me rendait dingo. Enfin, pardon, enfin, je veux pas utiliser ce terme parce que je trouve que c'est un peu psychophobe, mais disons, genre, vraiment, j'avais l'impression que rien n'était adéquat, en fait. Ouais. Enfin, tout était un cauchemar au quotidien, et je continuais à pousser le truc, et j'étais là, mais quand est-ce que ça va cesser, en fait? Quand est-ce que je vais pouvoir, genre, sortir de chez moi et pas avoir de l'anxiété où je vais faire une crise presque, parce que, genre, j'ai pas réussi à trouver mes écouteurs, et qu'en fait, si j'ai pas mes écouteurs, et que du coup, je loupe mon train, bah, en fait, l'horaire sera pas le même, et du coup, enfin, et j'étais là, mais les gens font ça vraiment, en fait? Est-ce que c'est Mhm. vraiment quelque chose que les gens vivent au quotidien? C'est quoi ce cauchemar? Enfin, et j'avais l'impression que non, les gens faisaient pas ça. Les gens n'avaient pas ça au quotidien. Et je me suis dit, mais oh waouh, c'est trop en fait là. Donc j'avais un psychiatre qui me suivait pour le TDAH et je lui ai dit, bon, je crois que enfin, j'avais fait des recherches pendant 6 mois parce que c'était mon nouveau intérêt spécifique, Ouais. l'autisme. Et enfin, d'abord, c'était pas l'autisme, c'était juste de trouver ce qui se passait chez moi. Et en fait, je suis tombée sur un podcast de Julie Daché, qui est une psychologue qui a été diagnostiquée autiste quand elle avait, je crois, la quarantaine ou 30 et quelques.
Et j'écoute juste ce qu'elle dit. Et vraiment, genre, juste, je m'effondre. Enfin, vraiment, j'étais là, mais en fait, c'est moi. Genre, Comment ça s'appelle? je sais plus le nom du podcast, mais il me semble que c'est France TV. Ok. Je pourrais le retrouver. Ouais, on le mettra dans la description de Ouais, l'épisode, ouais. je crois. Il est super, Je franchement. pense que c'est une bonne ref. Trop, trop. Et du coup, j'ai écouté ça et j'étais là, mais waouh, en fait, c'est genre, c'est moi. Enfin, cette personne, c'est moi. Et donc, j'ai chialé pendant 1 heure ou deux. Et après, j'étais en mode, ok, en fait, je crois qu'il faut que je fasse un diagnostic là. Donc, Hmm. j'en ai parlé à mon psychiatre qui était en mode, pas du tout, vous n'êtes pas autiste. Moi, je connais les autistes. J'ai travaillé avec des enfants autistes et des jeunes autistes. Et vous ne rentrez pas dans les stéréotypes de l'autisme. D'ailleurs, vous me regardez dans les yeux et ça confirme que vous n'êtes pas autiste. Et j'étais là, ah, ok, cool. Donc déjà, je me sens pas très légitime, Hmm. mais en plus, tu me balances ça. Et en fait, à chaque fois que je parlais de ça à des gens, les gens étaient là, mais non, mais arrête. Enfin, genre, à quel moment t'es autiste? J'avais aucune représentation de personne autiste qui ressemblait au profil que j'avais l'impression d'être, en fait. Mhm. Et c'était méga dur parce que je me suis dit, non, mais en fait, t'es en train de t'inventer une histoire juste parce que t'as des problèmes dans la vie Hmm. et arrête, en fait. Enfin, Ouais. donc, ouais, j'étais tout le temps face à ça, en fait. Ça t'a fait, enfin, le regard des autres, du coup, t'a fait te questionner toi-même sur ce que tu ressentais ou. Ah ouais, mais clair. Ouais. Mais je me sentais absolument pas légitime. Genre, vraiment, j'étais là. En fait, de nouveau, tu as besoin de te trouver un diag pour exister dans ta vie parce que t'es pas bien et je me suis dit, mais en Beaucoup fait, d'auto-jugement. ah ouais, Ok. hyper fort. Enfin, et plus Hmm. j'en parlais, et plus j'avais l'impression que c'était pas possible que je sois autiste. Et vraiment, j'étais là, non, mais c'est pas possible. En fait, non, mais arrête, enfin, tu t'inventes une life. Et puis bon, voilà, on a tous un peu des trucs. Enfin, mais c'était intense. Enfin, je pense que j'étais vraiment absolument pas dans un truc de me sentir légitime dans quoi que ce soit, en fait. Mais c'est malade à quoi ça tient, du coup, parce que peut-être qu'il aurait suffi que ton thérapeute il dise ah ben tiens, pourquoi pas, et si on explorait ça, et puis Ouais. tout de suite, en fait, le moindre. Enfin, j'imagine dans la situation dans laquelle t'étais, ce que j'en comprends en tout cas, c'est que t'es dans le doute, t'es dans la recherche, puis à ce moment-là, ce que les autres te renvoient, ça influence énormément Ouais. ce que tu penses ou ta détermination. Ou... Ben ouais, c'est clair. En fait, ça a tellement d'impact. En fait, je me suis rendu compte à quel point, bah déjà, à quel point je m'étais genre mis sur, enfin, comment dire, je m'étais genre façonné à l'image de ce qu'on avait envie que je sois. Déjà, Mhm. ça a été un truc. Donc, je me suis reçu ça à la tronche. Et ensuite, je me suis rendu compte à quel point, en fait, je me sentais pas du tout légitime parce qu'on me rendait pas légitime, en fait. Ok. Et je pense que ça a aussi, plus tard, trigger plein de trucs par rapport à la religion, etc. Mais je pense que peut-être j'en parlerai après. Mais... On peut faire plusieurs épisodes. ouais, voilà, il y a plein de choses. Mais du coup, ouais, je me suis dit, non, mais vas-y, allez. Donc il m'a dit, bon, je vous fais quand même un papier pour que vous fassiez votre diag. Allez-y. Moi, je pense que pas du tout. Mais bon, faites votre truc. Et puis, visiblement, vous en avez besoin et vous m'en parlez en boucle. Parce que vraiment, j'étais en boucle. Hein. Mhm. À chaque fois, j'étais là, j'ai retrouvé un nouveau truc, faut que je vous l'envoie. Et t'es en mode, ok, enfin, d'accord. Peut-être il s'est dit que c'était un signe. Ouais, je sais pas, franchement. Mais il avait pas très envie. Hein. Ok. Mais il était pas non plus complètement à dire non. Il m'a quand même donné le papier pour que je fasse les tests. Mhm. Mais il était. Ouais. Donc j'ai fait les tests à Bulle. Donc je suis partie à Bulle faire les tests. Donc déjà, c'était toute une péripétie parce que pour moi, déjà, les transports publics, c'est compliqué. En plus d'aller loin, enfin, loin, disons. Mhm. J'ai pas beaucoup fait de trajet en train comme ça, seul en plus. Pour moi, c'est très overwhelming. Enfin, donc du coup, j'étais en mode, ok, je vais aller à Bulle. Je vais aller seul. Va falloir que je m'organise. Ça va être intense. Donc je suis allé à Bulle, j'ai eu mais méga de nouveau, je pense que j'ai eu à plein d'égards plein de privilèges parce que vraiment genre j'ai pu faire ce diagnostic en 3 mois alors que c'est des siècles d'attente. Ok. Il y a des gens qui attendent des années, enfin. Donc du coup, j'ai été pris direct en fait. Donc Mhm. j'y suis allé, j'étais là en mode waouh, trop bien. Je vais enfin pouvoir savoir. En même temps, j'étais en mode de nouveau, en fait, ça va me rendre tellement triste parce que genre je suis sûr que ça va pas du tout être ça et genre je vais être face à moi-même et je vais être dévasté quoi. Enfin, si je suis pas autiste en fait, là je crois qu'il y a un monde qui va se se détruire quoi. C'est intéressant, c'est comme si t'allais passer un examen Ouais. et que le but c'était d'avoir le trouble ou Oh, un peu le stress comme un entretien ouais, d'embauche. ouais, un un peu. peu. Mais surtout en fait le risque que tout ce que je me suis imaginé ça soit faux et que Ouais. en fait presque je sois face à une forme de
un peu de complexe de la folie, entre guillemets. C'était un peu Mhm. terrible, hein, mais je pense que je me suis dit, en fait, c'est soit ça, soit je pense que je bascule dans une forme de... Ouais, enfin, en fait, j'ai eu peur de ce truc vraiment complexe de la folie, même si, bien évidemment, que la folie, bon, enfin, pour moi, ça n'existe pas vraiment, mais Mhm. irrationnellement, j'étais en mode, en fait, je pense que je vais basculer dans quelque chose. Si c'est pas ça, c'est quelque chose de plus grave, de plus dangereux. Ouais, ou alors je me suis inventé une vie, en fait. Je me suis créé des films, Psychose, ouais, ouais, complètement. ok. Enfin, je me suis dit, je serais, ouais, j'ai eu besoin de m'accrocher à quelque chose et ce truc, il n'existe pas, en fait. Et du coup, je suis allé faire ces tests. Je me suis dit, bon, maintenant j'y suis, donc allons-y, quoi. Mhm. C'était très intense. Il y avait des tests cognitifs, il y a eu des tests de QI. En fait, c'était de base tous les jours de la semaine, presque. Et je lui ai dit non mais en fait je crois que là on peut pas. Enfin je crois que on va tout là s'il vous plaît. Je ne peux pas faire tous ces trajets. Enfin et en plus les tests m'épuisaient. Donc on a fait ça sur un peu 3 4 semaines. Et donc c'était test cognitif. Je devais genre comprendre des interactions sociales sur une image. Il y avait plein de trucs un peu comme ça, des tests Ok. de logique, des questions sur ma vie, etc. Et, et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que la première chose que j'ai dit quand je suis arrivé dans son bureau, c'est en fait, vos sièges ont une texture qui est juste cauchemardesque, je vais m'asseoir par terre. Et elle était là, ok. D'accord. Et du coup, à la fin, on a discuté, on a fait un peu un. Elle m'a fait un retour, puis elle m'a dit bon, je dois quand même vous dire que bon, vous êtes rentré dans mon bureau et franchement, je savais que vous étiez autiste, quoi. J'étais là, d'accord. Ok. Mais déjà, ça m'a choqué parce Mhm. que toute ma vie, on m'a dit que j'étais. Enfin, on m'a justement dit le contraire, en fait. Un peu Mhm. tout le temps. Et que j'étais. Non, mais que ça allait, qu'il y avait rien de bizarre. Donc là, qu'on me dise, genre, en fait, t'es rentré dans mon bureau et j'ai capté que t'étais autiste, j'étais là. Waouh! Ok. Genre, ça m'a enlevé un. En fait, je sais pas, il y a un sorte de poids qui est tombé de mes épaules et j'étais là, waouh, ok. Comment ça? Genre, j'ai pas capté. Et j'étais hyper confus. Genre, j'étais là, attendez, vous êtes sûr? Enfin, comment ça, je suis autiste, genre? Vous vous êtes pas trompé dans vos, dans vos trucs? Elle m'a dit non, bah écoutez, on en a même discuté avec mes consoeurs frères. Et vous êtes autiste. Et j'étais là, d'accord. Donc je suis partie, je me suis fait faire des fleurs pour me féliciter. Nice. J'adore. J'étais là, ok. Et il y a mes parents qui venaient me chercher. Je leur ai dit que j'étais autiste et ils étaient en mode, ok, that's big. Je pense qu'elle savait pas trop comment réagir face à Mhm. ça. Ça a été un peu, on en a pas trop parlé à ce moment-là. Et, euh, et ça a été bizarre en fait. Je crois que ça a créé un truc où mes parents étaient en mode, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Ça Mhm. nous ramène un peu à une sorte de fierté de parents, je pense, où ils étaient en mode on a un peu failli d'une certaine manière. Ouais. On aurait pu t'aider, mais on n'a pas réussi à le faire. Et je pense que ça a été assez intense pour mes parents. Pour moi aussi, parce que du coup, j'étais en mode ouais, mais du coup, genre, je me sens trop pas légitime à être autiste vis-à-vis de vous-même. Enfin, c'était un peu. J'avais besoin de revendiquer en fait mon autisme et de vraiment être dans une démarche de ok, maintenant j'ai le droit d'avoir tous ces triggers, j'ai le droit d'exister. Et ça a été genre hyper intense, genre j'ai switché complètement, j'ai complètement décompensé et j'étais en mode en fait je ne peux plus, toutes les interactions sociales c'est un cauchemar pour moi. J'ai arrêté de voir en fait j'ai passé genre tout mon été chez moi seul. Euh, et vraiment, je pouvais plus sortir. Genre vraiment, Mhm. c'est comme si d'un coup je me suis reçu le retour de flamme de toutes ces années de surcompensation. Et j'ai dit, en fait, j'étais là, mais non, mais stop. Genre, tout est un cauchemar, tout est compliqué. J'ai besoin d'être dans un endroit qui est cosy avec des couvertures douces, ne regarder personne dans les yeux, Mhm. ne parler à personne. Et du coup, j'ai passé quelques mois à faire ça. Et en fait, ça m'a vraiment pris du temps, je pense, à réaliser que j'avais du coup le droit surtout. Je pense que ce diagnostic m'a ouvert cette porte-là, en fait. Ouais. Vraiment. Genre, Ok. en fait, d'ouverture à être légitime, en fait. Mhm. Et je pense qu'il y a des personnes qui le vivent autrement et qui n'ont pas forcément besoin de diagnostic. Mais pour moi, ça a été vraiment une libération, en fait. Enfin, en même temps, un truc très dur, parce que je me suis dit, waouh, en fait, d'être confronté au fait que toutes ces années, j'ai surcompensé et j'ai été, enfin, en fait, façonné par tout ce qu'on avait envie que je sois. Et ça a été hyper intense et ça m'a fait beaucoup chialer. Mais en même temps, genre, d'un coup, j'ai senti qu'il y avait
un truc en fait qui s'est libéré chez moi et j'étais là en fait j'ai le droit d'être moi-même. Et c'est quoi en fait être moi-même du coup? Parce que Mhm. vu que j'ai vécu un peu 20 ans sans savoir qui j'étais parce que j'étais tout ce que les gens voulaient que je sois, qu'est-ce que je suis maintenant en fait? Et qu'est-ce que Mhm. j'ai le droit d'être? Et quel espace j'ai le droit de prendre en fait? Et, euh, et ça c'était méga chaud quoi. Je pense que l'après-diagnostic a été méga méga chaud. Mhm. J'ai remis tout en question. Genre toute ma vie, j'ai remis en question. Tout ce que j'avais vécu jusqu'ici, toutes mes amitiés, c'était genre en fait un sorte de tri, mais enfin, de l'extrême en fait. Mhm. Où j'étais en mode en fait je vais faire plus aucun effort. Enfin, en fait tous les efforts que j'ai faits pendant toutes ces années, je peux plus. J'ai plus envie, je n'arrive plus. J'ai besoin de me retrouver avec un mini groupe de personnes avec qui je me sens safe, avec qui je me sens bien. Et de me créer un peu des microcosmes avec des gens. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais réussi à être dans des groupes parce que je pense que je suis très fort dans la relation one-to-one, Mhm. mais que dès qu'on commence à être un groupe, pour moi, c'était toujours très compliqué. Et en fait, j'étais tout le temps dans des groupes. Donc, du coup, j'arrivais pas non plus à comprendre comment avoir des interactions où je me sentais bien et où je pouvais vraiment être moi-même. Et puis, en fait, je crois que de fil en aiguille, c'est là que j'ai commencé à attirer aussi des personnes qui me ressemblaient vraiment Ok. et qui étaient aussi dans des découvertes d'elles-mêmes où elles étaient en mode en fait je crois qu'il y a ci ça et en fait j'ai aussi commencé à du coup je pense sans faire exprès aller de plus en plus vers des milieux qui étaient ben queer en fait parce Mhm. que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes neurois sont queer et inversement et en fait que j'étais une personne queer. Je crois que ça a été aussi le oh waouh qu'est-ce qui se passe, genre en fait bah, t'es attiré par des personnes qui sont pas des mecs cis enfin pas des mecs cis, qu'est-ce qui se passe? Mais, et aussi, je m'étais jamais donné cet espace parce que j'étais dans des contextes religieux dans lesquels c'était absolument interdit. Et donc, c'était même pas une question pour moi. Donc, Mhm. en fait, il y a eu tout vraiment, mais un basculement où j'étais là, mais en fait, qui je suis, quoi? Enfin, comment j'ai fait toutes ces années à être ce qu'on avait envie que je sois? Et à entretenir cette image Ouais. de ce que les gens voulaient que je sois, en fait. Mhm. Et, et ça a été un choc. J'ai un peu arrêté plein de relations. Enfin, j'étais en mode, ok, en fait, waouh. Déjà, je pense être une personne queer. Je me sentais pas non plus légitime, mais j'étais là, waouh, ok, ça c'est un big truc. Ensuite, j'étais là, je me suis rendu compte qu'en fait, genre, mon genre, c'était quelque chose qui m'avait toujours méga trigger et avec lequel j'avais jamais été à l'aise. Mais de nouveau, j'étais juste en mode, non, mais t'as un problème avec ton corps, mais on a tous des problèmes avec notre corps. Enfin, Mhm. À l'adolescence en ouais, plus, ouais. voilà. Du coup, j'étais en mode, non, mais évidemment que tout le monde a ça, et Mhm. puis évidemment que tout le monde a de la dysphorie, enfin, et tout le monde s'est posé des questions sur son genre, et que, en fait, dysmorphie, tu comprends pas ton corps dans le miroir, et en fait, ça a été vraiment la porte, enfin, il y a la porte qui s'est ouverte à tous ces questionnements et tous ces espaces que je m'étais jamais laissés. Et ouais, ça a été dur, de ouf. Enfin, fort, mais méga dur, Mhm. parce que du coup, enfin, j'ai l'impression, entre guillemets, la liberté, ça a un prix, je pense, très fort. Et le prix, en fait, je pense que c'est justement de renoncer à un confort, de renoncer à des relations, de renoncer en fait, à plein de choses. Et ça implique de la séparation. Et pour Mhm. moi, la séparation, c'est un truc méga dur. Mhm. Et du coup, bah, je me suis séparé en fait de contextes que je trouvais méga toxiques. Enfin, l'église dans laquelle j'étais ah non mais c'est quoi ce bail? Enfin, je me suis méga embrouillé avec les gens de l'église parce que en fait, ils m'ont clairement dit t'es un danger en fait. Et, Ok. et en Ah, c'est fait, violent, hein. ouais, c'était intense. Mhm. En fait, c'est comme si d'un coup j'étais genre vrai avec moi-même et qu'on me reprochait le fait d'être vrai avec moi-même. Parce qu'en même temps, tous les contextes dans lesquels tu étais correspondaient pas à cette réalité parce que tu avais créé une autre réalité, quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Exactement. Et puis à partir du moment où je me suis donné cet espace, bah en fait on m'a fermé les portes parce qu'on était en mode bah en fait on n'a pas envie que tu sois ce que t'es. On a envie que tu sois ce qu'on a envie. Enfin, on t'aime, mais dans la mesure où tu es ce qu'on a envie que tu sois. C'est ouais, de l'amour conditionnel, t'avais l'impression, hein. Ouais, complètement. Ok. Et puis là, je leur ai dit, bah écoutez, à partir de là, enfin, moi je suis très transparent avec vous, donc si vous entendez pas, déjà c'est dur pour moi d'être transparent, je le suis, et vous entendez pas en fait ce que je suis en train de vous dire, et du coup vous pouvez pas m'aimer en fait. Donc à partir de Mhm. là, je suis obligé de partir. Et puis même, je m'étais rendu compte à quel point il y avait des schémas méga problématiques. Enfin, et donc j'étais en mode, ok, bah maintenant, je pars. Enfin, Mhm. juste c'est un contexte qui est terrible, qui est en fait qui est aliénant dans une mesure, bah en fait c'est un système, pour moi c'est un système étatique quoi, comme ce système capitaliste dans lequel on est, que
j'affectionne absolument pas. Et du coup, c'est vraiment ce truc de, bah, c'est bien, quand tu fonctionnes bien, on t'aime, mais quand tu fonctionnes différemment, on t'aime pas. Et du coup, réfléchis-y, et quand tu auras réfléchi, et que tu seras d'accord avec nous, tu peux revenir. C'est clairement ce qu'on m'a dit en plus. Et je leur ai dit, bah écoutez, j'ai bien réfléchi, et je ne reviendrai jamais. Parce que je crois que ma vérité maintenant elle est trop forte et elle crie, elle est trop bruyante en fait. Donc je peux plus, je peux plus faire comme si elle était pas là. C'est c'est intéressant, je trouve, d'entendre là où un diagnostic, a priori, quand on parle de diagnostic ou de trouble ou de maladie, ça a une notion contraignante, j'ai l'impression. Mm. Et pour toi, en fait, dans ton récit, il y a un truc où le diagnostic libère plutôt qu'il contraint finalement. Ouais, clair. Bah je pense que ça a été... Bah en fait, il y a une, comme j'ai dit, je pense qu'il y a la contrainte de séparation. Ouais. Mais il y a une forme de liberté, ouais, qui est assez incroyable, en fait, de délivrance, quoi. Genre vraiment hyper forte. Enfin, quand j'y pense, franchement, ça me fout un peu la chair de poule parce que je suis là, genre, waouh, en fait, genre, c'était intense, quoi. Et Genre pas il y a d'avoir. si longtemps en plus. Et pas il y a si longtemps. Mhm. Qu'est-ce qui t'a, pendant cette période-là, avec les séparations que tu as vécues, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé, qui t'a porté, un truc auquel tu as dû te raccrocher des fois aussi pour continuer ce processus? Bah, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Je pense qu'il y a eu déjà mon chez-moi avec mon partenaire et mes chats. Déjà, je pense que le fait d'avoir un endroit dans lequel je me sens bien, c'est de nouveau un méga privilège duquel je suis méga reconnaissant. Parce que du coup, j'ai pu me créer des espaces dans lesquels j'étais bien et je me sentais à l'aise d'exister en tant que moi-même. Hmm. Ce qui n'était pas le cas à l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est méga intense et toujours très sensoriellement difficile pour moi. Et du coup, j'avais des espaces, je pense, dans lesquels je me sentais bien. Des personnes aussi. Du coup, j'ai aussi rencontré des personnes avec qui je me sentais hyper juste à ma place et avec qui, pardon, avec qui j'avais pas besoin de me justifier et qui me ressemblaient en fait. Et je pense le fait de créer, en fait, de faire corps et de créer une communauté, ça a été, je pense, vital. Et je suis en train de m'étouffer, mais ça va aller. Je vais tousser 2 secondes. Ok. Et donc il y a eu ça, il y a eu les espaces, il y a eu les personnes. Et puis je pense que ça a été c'est beaucoup ça qui m'a donné une forme de stabilité. Et en fait, cette idée que j'étais pas seule en fait. Mhm. Et je pense que ça c'est vraiment un truc. Genre en fait, on n'est pas seul, on n'est pas les seuls. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule personne qui passait par ça et qu'on était plusieurs en fait à passer par les mêmes choses, qu'on avait des problématiques communes, des histoires de vie en fait qui étaient communes. J'ai rencontré aussi des personnes même dans le cadre du métier du tatouage où en fait on parlait puis on était là mais c'est ouf comme on se ressemble en fait. On a vraiment des histoires communes, enfin c'est assez incroyable et c'était hyper enrichissant pour moi parce que j'étais là waouh, c'est tellement agréable. Yes. J'ai l'impression que enfin genre je peux relate avec des personnes et qu'on a genre les mêmes on a des choses en commun en fait et on se reconnaît surtout. Hmm. Et ça c'était hyper fort. Enfin vraiment j'étais là waouh. Et puis ouais, je pense que c'est un truc qui m'a vachement stabilisé. C'est trippant parce que t'as dit plusieurs fois, j'ai toujours cru que tout le monde avait, que tu vois, tout le monde était Mm. dérangé par des odeurs, ou que tout le monde angoissait en sortant de chez lui. Mm. Donc comme si t'avais toujours eu l'impression que, que tout le monde était comme toi, mais qu'en fait t'en avais aucune preuve et puis tu connectais pas avec les personnes. Puis qu'en fait là tu t'es rendu compte, bah non en fait pas du tout le monde. Par contre, t'as rencontré des gens qui sont comme toi ou qui Mhm. vivent les mêmes choses que toi. Et que, en fait, c'est aussi ça qui t'a porté un petit peu. Mhm. Ouais, c'est assez drôle. Mais je pense que bah, en fait ça fait du sens dans le sens où j'ai enfin ouais, quand tu te sens seul dans un système et que t'as l'impression qu'en fait enfin même si j'avais l'impression que tout le monde fonctionnait pareil Mhm. et qu'on était tous finalement comme ça, je me sentais quand même vachement seul. Ouais, Parce bah que c'est isolant en fait aussi, bah ouais. ouais, c'est clair. Je pense qu'il y avait un peu un truc où j'étais ah, mais c'est trop bizarre parce que on est censé tous être comme ça mais en même temps Mhm. je relate pas avec ces personnes. Ouais, Donc ça crée un double standard de ouais. genre en même temps on est tous pareils mais en même temps je vois que je suis différent. Et
Et du coup, au contraire, de se rendre compte qu'en fait, on est différents, mais qu'il y a des personnes qui sont différentes X comme nous. Ouais. Et du coup, c'est trop agréable, en fait, cette Mhm. sensation d'être là. Ah, waouh, en fait, déjà, non seulement je suis légitime, et non, pas tout le monde fonctionne pareil, mais il y a des personnes qui fonctionnent comme moi. Mhm. Et je fonctionne comme d'autres personnes. Et on peut se retrouver et genre évoluer ensemble. Ouais. Et ça, c'est un truc assez incroyable, quoi. Donc je pense que ça a été, ouais, ça m'a beaucoup aidé dans ces questionnements-là. Et de fil en aiguille, en fait, en parlant avec des personnes, il y a même des personnes après qui ont commencé à faire des diags dans mon entourage et qui étaient aussi du coup autistes. Et Mhm. j'étais là, mais yes, genre, trop stylé, félicitations, bienvenue dans la commune. Enfin, ouais, mais parce que en fait, c'était des personnes aussi Ouais. qui s'étaient posées toutes ces questions pendant tellement longtemps Mhm. et qui d'un coup avaient en fait cette entrée de possible en fait et cette possible, enfin ouais, je sais pas comment dire, mais d'un coup, il y avait quelque chose de possible et imaginable et légitimement. Il y avait une référence, quoi. Voilà, c'est Un ça. modèle, une Exact. référence. Ouais. Qui est ce que toi, tu disais que tu avais eu aussi avec ce podcast et cette psy Ouais, trop. qui raconte son parcours. Et je trouve que ça fait vraiment état d'un truc dont on a besoin quand on traverse des trucs comme ça, c'est ce que tu as dit plusieurs fois, quoi, qu'on n'est pas seul, puis d'avoir vraiment des modèles Mm, et des références en fait, t'as beaucoup utilisé le terme de légitimité dans cette discussion, qui mm, légitime l'existence du truc, quoi, et de comment ouais. tu te sens. Ouais, trop. Ouais, puis je pense que ouais, en fait, je trouve que c'est tellement précieux de se donner ces espaces en fait. Enfin, Mhm. pour moi, il y a vraiment cette notion d'espace que je trouve hyper importante. Et justement, comme tu dis, le fait d'en parler ou de trouver des références, ça fait qu'en fait, il y a d'autres personnes qui se reconnaissent. Et en fait, de fil en aiguille, ben, ça crée un peu ce truc où on se retrouve en fait, c'est ça. Et Mhm. puis ouais, en fait, on a le droit de fonctionner différemment. Et je crois que ça, c'est un truc qui m'a aussi méga fait du bien, de me dire j'ai le droit de fonctionner différemment avec des personnes qui fonctionnent aussi différemment. Et c'est ok. En fait, j'ai pas besoin de me justifier. Ça, c'est vraiment un truc. Ouais. Waouh! Genre la Mhm. révélation, quoi. Genre, t'as Mhm. le droit d'exister comme t'es, sans qu'on te demande constamment des comptes sur ton existence et sur pourquoi et sur est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est ok. Euh, Enfin, vraiment, je pense que c'est très vertigineux quand même, hein. Parce que du coup, Mhm. je suis passé d'un système très conservateur, très normé, hétéronormé, à tout le contraire. Mhm. Et j'étais en mode, oh là là, je crois que je perds un peu pied et c'est un peu compliqué. Et en même temps, ouais, j'étais là, mais waouh, il y a tellement tout qui est ouvert en fait, donc je peux être tout ce que je veux. Et du coup, il n'y a plus aucune chose qui est normée. Parce que c'est moi qui crée mon propre système. Et à partir de là, je pense que ça a été de fil en aiguille. Genre, ouais, ben, j'ai commencé à aller vers moi-même, en fait. Enfin, Mhm. j'ai commencé à me poser des questions par rapport à moi, par rapport à mon orientation amoureuse et sexuelle, par rapport à mon genre, par rapport à mon mode de relation, qui n'était pas un mode de relation, bah, du coup, normatif. En fait, tout a commencé à prendre sens. Enfin, ça a Mhm. été comme si, en fait, un peu effet boule de neige, où j'étais là, waouh, 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 waouh. En fait, je peux être. Tout ça, c'est moi. Et j'ai le droit. Et j'ai pas le droit, j'ai pas besoin de me justifier. Mhm. Et c'est trop agréable. Genre, il y a des contextes dans lesquels je peux exister. Et waouh, enfin, c'est hyper fort en fait. Je trouve Mhm. que ça a été. C'est long, hein. J'apprends toujours. Et je pense que. Enfin, en fait, on a peu de modèles malheureusement. Donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai dû faire un peu, entre guillemets, seul. Mhm. Et avec des personnes autour de moi qui voulaient et qui avaient envie et qui expérimentaient les mêmes choses que moi. Mais en fait, il y a tellement peu de modèles de relations différentes, enfin de relations polyamoureuses ou de fait d'être des personnes non binaires, trans. Enfin, en fait, c'est quand même assez niche dans le sens où si tu évolues dans ces milieux, du coup, tu vas être en contact de personnes qui te ressemblent et qui sont queer, etc. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a pas vraiment de modèles qui sont normés, en fait, qui sont la majorité, vu Mhm. que on est bien posé dans un système qui est bien capitaliste, bien hétéronormé. Ouais, puis si t'as des modèles, en tout cas, il n'y a pas une grande diversité ou un grand panel de modèles, peut-être, ou... Ouais, c'est ça. Et puis on voit Mhm. peu aussi de relations qui marchent, typiquement dans des contextes polyamoureux. Enfin, c'est. Comme tu dis, en fait, on en parle plus maintenant parce que Mhm. les gens commencent à s'intéresser. Mais en même temps, moi j'ai vraiment dû chercher des trucs où je me reconnais où en fait. Genre, qui Mhm. sont ces gens, où elles sont en fait. Enfin, comment je peux être. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des systèmes relationnels différents qui fonctionnent? Des systèmes de collectivité qui peuvent fonctionner à long terme? Est-ce que c'est pas genre juste un truc qui va jamais fonctionner et on est voué à l'échec?
Donc c'était vraiment des trucs où j'ai dû un peu taffer là-dessus et être là en mode ok, bah en fait je crois que il y a une marge d'erreur qui est fine, même dans qui je suis et dans comment je fonctionne et en fait bah forcément que je vais faire des erreurs, je vais revenir en arrière, il y a pas tout qui est évident, mais en même temps du coup j'ai le droit de me donner cet espace. Ouais. Et S'autoriser des marges d'erreur. ouais, purée, ça c'est dur, hein. Ah, je trouve, c'est hyper intéressant comme phrase, comme statement un peu. Mm. Je m'autorise une marge d'erreur. Qui est vraiment pas un truc qu'on nous donne beaucoup l'espace de faire. Ouais. Mais je pense qu'on se le donne pas non plus à nous-mêmes en fait. Mhm. Et ça c'est un truc, bon je taffe toujours dessus hein, parce que c'est hyper dur. Mais Oui, on est même souvent plus dur avec nous-mêmes que ouais. les autres le sont vraiment. En fait, on s'imagine que les autres sont durs avec nous, mais souvent, ouais, Ouais, c'est clair. souvent toi qui es dur avec toi, quoi. Mm. Mais en même temps, ouais, je me suis rendu compte que c'était ok en fait. Enfin, Mhm. je crois que c'est un peu ça qu'en grande partie ce diagnostic m'a donné d'une certaine façon. C'est vraiment ce truc de, en fait, je crois que je l'ai dit 40 fois, mais vraiment j'ai le droit en fait. Mhm. J'ai le droit d'essayer, j'ai le droit de me foirer et et ouais, enfin, en fait, j'ai juste le droit d'expérimenter et d'aller vers qui j'ai envie d'être quoi. Et ça, c'est vraiment un truc hyper fort que j'ai trop envie de pouvoir mettre en pratique, mais tout le temps, enfin, même si Mhm. c'est dur. Et de nouveau, je pense que ça a un prix de faire ce travail. Et des fois, je le vois et je suis méga fatigué. Parce que c'est méga fatigant aussi de se poser toutes ces questions et d'essayer d'aller vers soi-même, en fait. Mhm. C'est hyper dur comme taf, franchement. Puis des fois, enfin, on en avait discuté un peu en off, mais tu sais, des fois, t'es vraiment susceptible aussi, comme tu disais, Ouais. genre, des fois, tu t'es susceptible déjà vis-à-vis de toi-même où t'es là, ah, franchement, t'as fait de la merde, enfin, et Mhm. même tu vois des trucs, des comportements qui sont problématiques et t'es là, genre, ah non, pas cool, et Ouais. en même temps, trop fort et trop intéressant, et puis, Mhm. ouais, en fait, c'est hyper riche, et je pense que enfin, j'ai vraiment, genre, à aucun moment, je me suis dit, j'ai envie de retourner à un schéma comme le schéma que j'ai expérimenté, en fait, tout ce temps-là, enfin, Mhm. peut-être que des fois, c'était plus confortable. Parce que bah, du coup, t'es dans la norme. Et la norme, c'est confortable. Mhm. Franchement, à plein d'égards, c'est confortable. À part quand du coup, ça gratte trop fort et Ouais. que tu rentres plus assez dans la norme pour que ce soit confortable. Mais je comprends pourquoi est-ce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui évoluent dans des contextes bah, hétéronormés, etc. Parce que Mhm. c'est confortable en vrai. Et je pense que j'ai trouvé une forme de stabilité là-dedans aussi, à un moment dans ma vie. Et puis, j'aurais pas pu faire autrement, je pense, à ce moment-là. C'était Ouais. aussi une question de survie. Mais quand je me vois maintenant, je suis là, ok, des fois j'ai envie de clams, franchement. Des fois je suis dans ma douche et je dissocie pendant 2 heures parce que je réfléchis à toute mon existence. Et franchement, c'est chaud des fois de sortir parce que Ouais. genre je sais que ça va être méga intense et que genre il va y Mhm. avoir 40 000 textures, 40 000 sons, 40 000 interactions sociales que je vais devoir faire du small talk et que j'ai pas envie de le faire. Et en même temps, je suis tellement genre en mode ah mais je suis trop content en fait parce que je me force plus non plus à le faire. Enfin, Ouais. et j'arrive aussi à beaucoup plus poser mes limites. Et je pense que cette notion de limite pour moi, elle va avec le fait de se connaître. Ouais. Genre vraiment, ouais. En fait, parce que je me connais mieux, je peux aussi mieux poser mes limites à moi-même et demander à ce qu'on respecte mes limites aussi. Mhm. Et ça, waouh. Franchement, de nouveau, hein, je taffe toujours dessus, hein, parce que faire respecter ses limites, c'est difficile. Et aussi respecter ses propres limites et celles des autres, c'est un travail que je trouve difficile. Mais, euh, mais c'est méga précieux, quoi. J'adore. Voilà. Si tu pouvais, est-ce que tu penses, je vais poser cette question autrement, est-ce que tu penses que tu aurais bénéficié d'avoir ce diagnostic plus tôt, ou est-ce que en fait c'était plutôt bien que ça vienne à un moment où t'étais prêt à lâcher les chiens, si je peux dire? C'est une bonne question. En fait, je pense que j'aurais pas eu la même question il y a quelques temps. Mhm. Parce qu'il y a un moment donné où j'étais méga en colère de pas avoir eu de soutien dans mon enfance et dans mon adolescence. Ouais. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'aurais dit trop chiant, ça aurait été trop bien que je puisse avoir un Mhm. suivi. J'ai galéré toutes ces années Ouais, alors que voilà. j'aurais pu savoir, ouais. Ouais, c'est ça. Et il y a une Mhm. partie de moi en vrai qui aurait grave aimé, je pense. Mhm. Et en même temps, je crois que c'est aussi ça qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Mhm. Je pense que j'avais. Enfin, c'est un peu difficile de dire ça, mais je pense que
c'était nécessaire peut-être que je passe par ça pour me retrouver vraiment. Et je suis pas sûre que j'aurais fait les choses différemment parce que je crois que les choses se font comme elles se font et Ouais. tu vois. Mais oui, je pense qu'il y a une partie en moi qui est un peu en colère et qui est là en mode purée, genre j'aurais pu avoir du soutien et j'aurais pu peut-être vivre les choses de manière plus légère et sentir plus tôt que j'étais légitime à être qui j'étais. Mais je pense que ça s'est fait comme ça et je suis déjà reconnaissant d'avoir pu le faire maintenant parce que Ouais. c'est quand même tôt dans l'échelle de diagnostic des personnes qui sont pas des mecs cis. Ok. Ouais, parce que il me semble, je veux pas dire de vieilles statistiques à la con, mais je crois que en moyenne, le diagnostic il est fait pour les personnes pas assignées. Non, j'aime pas utiliser ce terme, mais disons pour les hommes cisgenres. Ouais. Je crois que le diagnostic il est fait dans les 40 ans, quoi. Ok. Donc c'est intense. Parce que les recherches sont faites aussi sur des hommes cisgenres. Donc, ouais. Donc, je suis déjà méga heureux d'avoir eu ce diagnostic aussitôt, entre Ouais. guillemets. Et ouais, donc je pense que les choses se sont faites comme ça et que c'est pas plus mal. Je crois que ma colère, elle s'est aussi assagie. Puis ouais. Mais très bonne question. Nice. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter? Non, je crois pas. Je crois que tout a été dit. Enfin, merci pour cet espace que tu m'as donné aussi. Ah, tu m'as aussi donné un espace. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Je pose toujours la même question pour terminer. Cette discussion était très positive et du coup, on va terminer sur une note très positive aussi. En ce moment, Scylla, c'est quoi qui te fait sourire? Oh, c'est une bonne question. En ce moment, c'est... En fait, je redécouvre le temps passé avec moi-même. Genre, faire des activités avec moi-même. Me faire des dates, en fait. Genre, je me date. Et je kiffe trop. Franchement, ça me fait grave sourire, genre. C'est trop bien, quoi. Du coup, je crois que c'est ça. Après, il y a d'autres choses, hein, mais ça, c'est vraiment un truc. Du coup, voilà. Je crois que c'est ça. Trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Prête-moi ta voix est un podcast de Disruptive Audio entièrement produit par Fred Rebaud. Il sort environ tous les mois selon mon rythme personnel. Les génériques de début et de fin ont été composés par Francesco Bucciarelli, l'artwork de l'épisode est par Nicolas Dimeo et Iléor a fait le dessin de la lanterne. Merci infiniment à LE pour leur aide. Si vous souhaitez témoigner dans le podcast ou me contacter, vous pouvez le faire via ma page Instagram @prête-moi-ta-voix.podcast ou via le formulaire de contact du site www.disruptive.audio. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.